Géopolitique, Marie-France Chatin. Bonjour à tous. Quelle réponse apporter à la politique actuelle de Vladimir Poutine en Ukraine ? C'est la question qui se pose aux Américains et aux Européens, désespérément à la recherche de nouvelles mesures dont l'impact serait supérieur aux sanctions économiques imposées jusqu'ici, sans risquer pour autant des dommages sur leurs industries respectives ou la spirale d'une escalade militaire. L'incapacité à contrer Moscou est source de frustration, particulièrement après les évolutions enregistrées sur le terrain où les troupes russes sont parvenues à renforcer le courant séparatiste. À l'évidence, il n'est pas question d'abandonner l'Ukraine. Les États-Unis et l'Europe ne voient pas l'Ukraine avec la même lumière que celle utilisée pour les pays membres de l'OTAN. La guerre en Ukraine a été au cœur du sommet de l'Alliance Atlantique qui vient de se tenir à Newport, en Grande-Bretagne. Regard sur ce que la crise ukrainienne nous dit de l'Union européenne et au-delà du monde dans cette ambiance de nouvelle guerre froide. Nos invités par téléphone, François Géré, président de l'Institut français d'analyse stratégique. Bonjour. Bonjour à vous. Isabelle Facon, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste des politiques de sécurité et de défense russes. Bonjour. Bonjour. Et Pierre Laurin, journaliste et écrivain, spécialiste de la Russie, auteur de Moscou et la naissance d'une nation aux éditions Bartilla. Bonjour. Bonjour. L'hebdomadaire The Economist de cette semaine fait figurer en première page un jeu d'échecs derrière lequel apparaît Vladimir Poutine. Certains pions sont debout, d'autres pas. Certains cassés, d'autres fissurés. L'hebdomadaire promet que la partie sera longue. Est-ce aussi votre sentiment, François Géré ? Il me semble que cette métaphore des échecs n'est pas vraiment bienvenue parce que elle suppose qu'il y ait deux joueurs, il suppose qu'il y ait un échiquier commun quand même et une règle du jeu respectée par l'un et par l'autre. Or, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. Monsieur Poutine joue depuis le début un jeu qui est fondé sur l'usage de la force, plus ou moins masqué, à travers, bien entendu, les Ukrainiens pro-russes, dont on ne voit pas d'ailleurs exactement se dégager des chefs et une représentation particulièrement claire. Et puis, d'un autre côté, on a des États occidentaux qui jouent à autre chose, avec d'autres moyens, qui sont en l'occurrence les sanctions, en disant dès le départ, il n'est pas question naturellement de déclencher un affrontement. Il faut qu'on obtienne la désescalade le plus rapidement possible. Et évidemment, rien ne s'est passé comme on pouvait l'espérer dans les pays occidentaux, parce que M. Poutine fonctionne complètement autrement, avec des schémas qui lui sont propres, et par ailleurs semble extrêmement peu sensible à l'argument des sanctions économiques et financières qui, de toute manière, on l'a vu dans je ne sais combien de cas, les sanctions ne commencent à mordre qu'au bout d'un temps en général assez long. Regardez par exemple l'Iran, et plus de 10 ans de sanctions sans que véritablement le pays soit totalement à genoux. Donc dans le cas de la Russie, ça paraît, je dirais, totalement inadapté, sauf à dire on n'a que ça comme moyen et donc on l'utilise et puis au bout du compte on s'aperçoit qu'aujourd'hui non seulement on n'a pas obtenu de désescalade, mais la situation s'est aggravée. M. Poutine a pris la Crimée et naturellement il ne la rendra pas. Il est en train de morceler l'Ukraine sans qu'on sache véritablement au bout du compte ce qu'il veut. Mais il joue avec la force. Et tant qu'il n'y a rien pour le contrer par la force et le contrarier par la menace de la force, eh bien il continuera à avancer. Et je pense que la réunion de Minsk qui a été programmée a peu de chances de donner rapidement des résultats satisfaisants. Alors, on reviendra bien sûr sur le jeu propre de Vladimir Poutine. Isabelle Facon et Pierre Laurin en studio avec moi. Quelle analyse faites-vous et comment réagissez-vous à ce que François Géré vient de dire ? Est-ce que effectivement chacun joue sa partition finalement, Oui, Isabelle Facon ? C'est vrai que du côté russe, on a un jeu qui est très structuré, même si je dirais pas qu'il y a une grande stratégie. Je pense pas que Vladimir Poutine sache exactement ce qu'il veut faire, où il veut aller.
et il y a eu beaucoup de réactivité dans la politique russe sur cette affaire. Mais il y a quand même un jeu qui est structuré et qui est facilité par le fait que la prise de décision du côté russe est facilitée d'abord par la nature du pouvoir en Russie et par le fait qu'il s'agit d'un État. Alors qu'en face, vous avez le monde, disons, occidental, les Européens, les États-Unis. On voit bien qu'il y a beaucoup de divisions entre eux sur ce qu'il faut faire sur cette crise ukrainienne, même sur l'analyse de ce que fait Poutine là-bas. Et on a finalement des acteurs qui sont assez peu sûrs d'eux. Et je pense que cette grande différence entre les deux acteurs, une grande détermination d'un côté, beaucoup d'hésitation et de division de l'autre, ça tient au fait que pour la Russie, l'Ukraine, il s'agit de choses qui touchent à son intérêt vital. En tout cas, c'est comme ça que les Russes le perçoivent. Tandis que du côté européen, je pense que tous les Européens ne considèrent pas l'Ukraine comme représentant un intérêt vital. Et même aux États-Unis, je pense qu'on a un débat sur la question. Donc, je pense que là, on a une vraie différence pour ce qui concerne votre échiquier. Alors, jeu très structuré, Pierre Laurin, finalement, c'est Poutine qui mène le jeu et les autres, et notamment les Européens et les Américains, qui ne font que réagir à son jeu? Non, je crois que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il y avait un accord signé le 17 avril entre la Russie, l'Ukraine, l'Union européenne et les États-Unis, et que cet accord n'a pas été respecté. Et essentiellement, il n'a pas été respecté par les Ukrainiens, qui se sont mis en tête de conquérir militairement le Donbass, quitte à bombarder les populations civiles qui n'ont rien demandé à personne, en faisant jusqu'à présent, selon les chiffres des Nations Unies, au moins 2600 morts civils. Et ça, ce sont les Ukrainiens. C'est Kiev qui l'a fait. Ce ne sont pas les Russes. Ce ne sont pas les forces rebelles. Et personne ne leur dit rien. On demande à Bachar el-Assad de ne pas bombarder ses populations civiles, mais on demande à Poroshenko de continuer à bombarder ses populations civiles. Ça, je crois que là, il y a un problème majeur qui ne doit pas être occulté derrière des considérations de politique internationale et géostratégique en disant oui, mais la Russie, c'est le méchant de l'histoire, l'Ukraine, c'est le gentil. Non, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Il y a des gens qui ont des intérêts. Il y a des États qui défendent leurs intérêts, et la Russie ne fait pas exception. Par exemple, dernièrement, il y a eu une crise majeure en mer de Chine méridionale avec la marine chinoise qui a coulé des bateaux de pêche vietnamiens. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Sur RFI, nous en avons souvent et régulièrement parlé des tensions qui prévalent depuis plusieurs mois mais vous en mer de Chine. Excusez-moi, mais lorsque vous regardez les médias français, vous êtes bien les seuls. Et justement, parce que dans votre définition, Radio France Internationale, vous vous intéressez aux problèmes internationaux. En revanche, les médias beaucoup plus généralistes se focalisent sur des choses qui effectivement Poutine, c'est un repoussoir, c'est quelqu'un qui n'est pas très, très fréquentable pour des raisons qui m'échappent personnellement, parce que c'est un chef d'État et tous les chefs d'État, dans la mesure où ils représentent un État, ils sont fréquentables. Il faut bien discuter avec eux. Il faut bien les avoir des contacts avec eux. Alors, la question des responsabilités, il me semble que vous êtes en désaccord les uns et les autres par rapport à ce que vient de dire Pierre Laurin. Qui a commencé François Géré, comment voyez-vous la chose ? La question n'est pas de savoir s'il y a des bons, s'il y a des méchants, effectivement. Il est certain que la crise ukrainienne a été déclenchée par la volonté des autorités de Kiev d'aller dans la direction que la Russie ne veut pas, c'est-à-dire revenir sur la question qui avait été écartée d'une éventuelle adhésion à l'OTAN et d'une adhésion à l'Union européenne. Or, effectivement, pour la Russie, il est absolument impensable que l'Ukraine, dans son entier, je dis bien dans son entier, entre dans des liens qui la feraient sortir de l'orbite historique et culturelle de la Russie. Grande Russie, petite Russie, ça signifie quelque chose pour les Russes, incontestablement. Mais à partir du moment où la crise a été déclenchée, Vladimir Poutine a senti qu'il y avait une occasion, qu'il n'était pas en fait en face de forces considérables, et il a mesuré l'extrême hésitation des pays occidentaux. Regardez par exemple le 8 mai de cette année, lorsque Mme Merkel et François Hollande
se sont rencontrés à Stralsund. Il y a eu une déclaration commune des deux sur l'Ukraine en recommandant la désescalade, en recommandant la modération des deux côtés. Donc on disait bien à M. Poroshenko, il faut faire les choses avec modération. Et tout ça n'a été absolument écouté par personne, ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ce sont quand même les troupes russes qui sont dans la partie orientale de l'Ukraine. Elles n'ont absolument rien à y faire. Et aujourd'hui, on est dans une situation qui rend effectivement à l'OTAN une espèce de raison d'être, alors que l'administration Obama, en réalité, souhaitait plutôt prendre de la distance à l'égard des affaires européennes et effectivement se reconcentrer sur la sphère asiatique. Ce qui a donné une marge de manœuvre à Vladimir Poutine qui est devenue tout à fait considérable. Et d'autre part, puisque vous avez mentionné la Chine, toujours au mois de mai de cette année, Poutine a pris la décision de conclure le grand marché, l'énorme marché gazier avec la Chine, ce qui permet naturellement à la Russie de regarder avec une certaine tranquillité la position éventuelle, et d'ailleurs fort timide, puisqu'on n'a jamais pour le moment parlé d'arrêter les approvisionnements en gaz russe. Et aujourd'hui, effectivement, Poutine a une marge de manœuvre sur laquelle il ne comptait pas vraiment et qu'il exploite. Jusqu'où l'exploitera-t-il ? Ça, c'est la question à laquelle on ne peut pas répondre pour le moment. Alors, la question de la relation Chine-Russie gagnante de ce conflit, on en parlera peut-être un tout petit peu plus tard. François Giret disait que la situation actuellement en Ukraine rend à l'OTAN sa raison d'être. Je vous pose la question. Et la question de fond aussi qu'évoquait à l'instant François Giret, c'est pour quelles raisons la Russie semble-t-elle incapable de concevoir que l'Ukraine puisse être pleinement souveraine, Isabelle Facon? Alors sur l'OTAN, c'est tout à fait clair que là, normalement, s'il n'y avait pas eu la crise ukrainienne, de quoi parlerait-on à cette période de l'année à l'OTAN? De la difficulté à quitter l'Afghanistan sur un bilan qui n'est finalement pas si favorable que ça et qui pose des questions sur la nature de l'alliance, sur vers quel type de mission elle doit aller, comment elle peut faire le consensus sur des missions qui s'éloignent prodigieusement de sa vocation originelle. Et c'est vrai que à l'occasion de plusieurs discussions avec des gens de l'OTAN, on voit bien que la crise ukrainienne, c'est aussi disons, ça offre une capacité de rebond à l'OTAN, à revenir à sa structure originelle, en tout cas ses missions originelles de défense du territoire. Mais la question se pose quand même des moyens, parce qu'on brandit beaucoup de menaces, beaucoup d'avertissements. Attention Moscou, il va se passer des choses. Mais on voit bien, dès qu'on entre un petit peu dans le débat interne, qu'on ne sait pas très bien comment en fait réagir, et que sur cette question aussi, il n'y a pas de consensus entre les États membres, certains freinant sur des mesures qui seraient vraiment jugées potentiellement trop provocatrices par Moscou. Or, au cœur de cette crise ukrainienne, il y a justement la question de l'OTAN, la possible question de l'Ukraine dans l'OTAN. Certains disent que c'est pas vrai, que ça n'a jamais été envisagé. Ça revient régulièrement dans les propos de dirigeants. Barack Obama l'a à nouveau proposé cette semaine, si je ne me trompe. En tout cas, il l'a évoqué. Je ne sais pas s'il l'a proposé, mais en tout cas, il l'a évoqué. Et en tout cas, du côté occidental, on est obligé de dire qu'on ne peut pas exclure cette possibilité. Et du côté ukrainien, régulièrement, les plus hauts responsables réévoquent cette idée. Or, on sait que ça, pour les Russes, c'est la question cauchemardesque par excellence. Alors, pourquoi l'Ukraine est à ce point un intérêt vital vu de Moscou? On va pas revenir sur les questions historiques, Kiev, la mère de toutes les Russies, etc. Mais en termes géopolitiques, c'est le grand voisin, c'est les liens économiques, interculturels, interhumains entre les deux pays. Et puis, de fait, que nous, on soit d'accord ou pas, vu de Moscou, l'OTAN qui se rapproche des frontières de la Russie, c'est quand même problématique. Alors, on sait que les Russes ont une grille de lecture du monde qui peut être assez paranoïaque, qu'ils peuvent toujours avoir tendance à aller voir les scénarios du pire. Mais encore une fois, l'OTAN, c'est l'alliance militaire la plus solide dans le monde, et vu de Moscou, la voir se rapprocher des frontières de la Russie, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle. Pierre Laurin. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Maintenant, il y a certaines choses qui doivent être, il me semble, précisées. L'Ukraine était jusqu'à présent le principal fournisseur en construction mécanique et en industrie de défense de la Russie. 3500 entreprises ukrainiennes, 3 millions de travailleurs, travaillaient pratiquement exclusivement pour la Russie. L'Ukraine n'a pas d'autre industrie réelle que l'industrie de défense et la construction mécanique.
C'est l'héritage de l'URSS. Et voilà, et j'allais y venir. L'Union soviétique était une économie centralisée. C'est-à-dire que les usines kazakhes pouvaient fournir du matériel aux usines biélorusses ou ukrainiennes, lesquelles fournissaient du matériel à des usines ainsi centrales et ainsi de suite. Ces liens, ils existent toujours, ils n'ont pas été rompus. C'est-à-dire qu'un accord de libre-échange entre ces pays est vital pour leur industrie, tout simplement, parce qu'à partir du moment où l'on élève des barrières douanières, eh bien, les coûts économiques deviennent tels que ce n'est plus rentable. Bon. Pour l'Ukraine, il y avait la possibilité d'ouvrir avec l'Union européenne un accord d'association accompagné d'un accord de libre-échange. Problème. Pour cela, pour qu'il y ait accord de libre-échange, il faut bien que l'Ukraine puisse fournir quelque chose à l'Union européenne. Sinon, il n'y a pas d'échange. Il y a simplement un marché extraordinaire de 46 millions d'habitants qui est ouvert à l'Union européenne, qui va pouvoir déverser ses marchandises. Donc, grande inégalité dans ce qui est proposé, c'est cela que vous voulez dire, Bernard ? L'inégalité, elle pouvait être compensée par des prêts importants de la part de l'Union européenne pour permettre à l'industrie ukrainienne de se transformer et de ne plus dépendre de Moscou. Mais quand on voit la situation économique de l'Union européenne, on se retrouve... À partir du moment où l'Union européenne n'avait pas l'argent nécessaire pour que les Ukrainiens puissent changer leur économie, eh bien, il fallait renégocier l'accord. L'ancien président Yanukovych, dont on peut dire tout ce que l'on voudra, effectivement, je vais être brut. C'était un salaud. Ok, d'accord, nous sommes d'accord, mais au moins il avait été démocratiquement élu selon des règles qui avaient été établies par son prédécesseur, qui lui était paré des vertus démocratiques, c'était Yushchenko. Donc, c'était un président élu. Il a décidé que dans les conditions nouvelles où, effectivement, l'argent allait manquer, il fallait renégocier l'accord avec la Russie. La Russie a accepté sans aucun problème. C'est l'Union européenne qui a refusé en novembre. Et depuis, l'Union européenne a une position absolument négative sur tout ce qui concerne les rapports avec l'Ukraine, parce qu'elle veut que la Russie n'en fasse pas partie. Or, la Russie, c'est aujourd'hui le principal fournisseur et le principal client de l'Ukraine. Et la Russie a été bien bonne de ne pas suspendre ses livraisons de gaz qui ne lui étaient pas payées jusqu'à la fin de l'hiver, parce qu'il aurait pu le faire beaucoup plus tôt, ce qui aurait causé des désastres humanitaires à l'intérieur de l'Ukraine. Et elle ne l'a pas fait. Donc, ne rejetons pas sans cesse la faute sur la Russie. La Russie sait également se comporter d'une manière à peu près raisonnable, à la condition que les gens en face soient raisonnables. Or là, je crois que l'Union européenne et les États-Unis ne l'ont pas été. Et la situation actuelle, c'est un dérapage considérable de la part des Occidentaux, et pas tellement de la Russie, qui était prête à plusieurs reprises, et elle l'a assuré, à se mettre à la table de négociation. La seule chose qu'elle demandait, c'était l'arrêt des bombardements du Donbass. Alors, on a 2 minutes avant la fin de cette première partie. François Géré, je me tourne vers vous parce que j'aimerais qu'on commence à aborder la question de connaître et d'analyser la stratégie de Vladimir Poutine. Le président russe qui, d'un côté, s'évertue à affirmer que la Russie n'est pas belligérante et qui, de l'autre côté, cette semaine, a estimé que Moscou était capable de prendre Kiev en 2 semaines. Oui, il y a quand même dans cette affaire 2 points à souligner. Le premier, il est politique. C'est-à-dire que, curieusement, M. Poroshenko, qui est président de l'Ukraine, discute avec qui ? Il discute avec le président de la Russie, le président Poutine. Et dans cette affaire, oui ou non, s'agit-il d'une guerre civile ? Et le deuxième aspect qui est économique, c'est de dire aujourd'hui qui a les moyens de prendre en charge l'Ukraine telle qu'elle est aujourd'hui. Alors effectivement, il faut tenir compte de 2 choses. La première, c'est qu'en 2008, la crise a frappé l'Union européenne et cette crise, on le voit aujourd'hui, n'est pas terminée. La croissance ne reprend pas. Donc l'accord avec l'Ukraine est un luxe, effectivement, qu'on ne peut pas se permettre. La deuxième chose... Très rapidement, François Géré, vous l'avez dit, où Isabelle l'a dit très, très justement, l'OTAN dit on va remettre en place la force de réaction rapide, etc. Mais avec quel argent ? Et là, on en revient quand même au nerf de la politique et au nerf de la guerre.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Isabelle Facon, François Géré et Pierre Laurin dans quelques instants. À tout de suite. Avenir. Géopolitique. Marie-France Chatin. Géopolitique, un conflit avec la Russie est-il possible dans le monde de 2014 ? Nous retrouvons nos invités. Isabelle Facon, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste des politiques de sécurité et de défense russes. Pierre Laurin, journaliste et écrivain, spécialiste de la Russie, auteur de Moscou et la naissance d'une nation aux éditions Bartilla. Et François Géré, président de l'Institut français d'analyse stratégique. François Géré, on a terminé la première partie de l'émission avec 2 points que vous avez très brièvement introduits sans les développer, autour de la question de savoir qui a aujourd'hui les moyens de prendre en main l'Ukraine. Alors prendre en main l'Ukraine, ça signifie avoir la capacité à changer son économie. Ce qui est quand même remarquable, c'est que depuis 1990, je me souviens avoir été en Ukraine pour la première fois d'ailleurs, en 1994, où on voyait une situation de délabrement économique. On était en train de négocier le départ des armes nucléaires stratégiques d'Ukraine vers la Russie. Et puis, à partir de là, l'économie ukrainienne a stagné, le marché noir s'est développé, la corruption s'est aggravée. Et donc, si vous voulez, incontestablement, si on prend les critères d'admission dans l'Union européenne, voire même d'association à l'Union européenne, l'Ukraine ne correspond à aucun des critères pour lesquels on a été extrêmement exigeant à l'égard de pays comme la Roumanie par exemple. En revanche, alors de son côté, Vladimir Poutine a toujours son grand projet d'union économique et culturelle eurasiatique dont l'Ukraine constitue une des pièces absolument fondamentales. Et c'est la raison pour laquelle il a absolument besoin que l'Ukraine demeure dans l'orbite de la Russie. Mais ça veut dire aussi proposer à l'Ukraine un plan de développement qui soit effectivement autre chose que fabriquer des armes pour l'industrie militaire russe, laquelle d'ailleurs n'est pas pleinement satisfaite. Si on regarde naturellement les commandes qui ont été faites à un certain nombre de pays, pour ne pas citer la France au premier chef, qui est aujourd'hui bien embêté par ces commandes. Donc, nous avons aujourd'hui une question fondamentale, qui est capable d'offrir à l'Ukraine un avenir qui soit un avenir décent, c'est-à-dire qui soit la relève de l'économie de ce pays, le renoncement à un certain nombre de pratiques désastreuses pour son niveau de vie. Et aujourd'hui, on ne voit pas naturellement les Européens être en mesure, compte tenu de leur situation de crise persistante, de prendre le poids de financement massif dans une économie qui est une économie poreuse. Maintenant, quand on veut arriver à une solution politique en évitant, bien entendu, les dérapages ou la continuation de l'escalade militaire, il faut quand même qu'on tienne compte du fait qu'il y a aujourd'hui des forces russes régulières qui sont sur le territoire ukrainien, qui n'ont rien à y faire. Et rendez-vous compte d'une chose, que se passerait-il s'il y avait des forces de l'OTAN qui rentraient sur le territoire de l'ouest de l'Ukraine? On ne serait plus en guerre froide, on serait en guerre chaude. Alors, qui répond Pierre Laurin? Le fait qu'il y ait des troupes russes dans l'est de l'Ukraine semble avéré. Maintenant, quelle est la dimension de cette force? Ça, c'est une autre histoire. Si c'était réellement une invasion, comme on en parle dans la presse, les chefs d'État occidentaux n'auraient pas hésité à parler d'invasion, alors que jusqu'à présent, tout ce qu'ils ont dit, c'est incursion, y compris M. Poroshenko. Par ailleurs, les problèmes militaires de l'armée ukrainienne dans le Donbass ne proviennent pas de la présence ou non de troupes russes, ils proviennent de l'armée ukrainienne elle-même, qui est une armée démoralisée, qui est une armée qui était au départ composée de soldats qui venaient de toutes les parties de l'Ukraine et qui trouvent tout de même saumâtre d'avoir à bombarder leur famille à Donetsk ou à Lugansk. Et cela crée une démobilisation telle que les offensives ne peuvent pas se faire. C'est-à-dire que l'état-major a beau réunir 50 000 soldats
sur place, chaque fois qu'il donne l'ordre d'attaquer, eh bien, ça ne suit pas. Et ce sont les séparatistes ou les rebelles qui prennent l'avantage dans les combats. Le nombre de désertions et le nombre de redditions de l'armée ukrainienne est affolant. C'est une armée en perdition. Et il me semble que cette armée en perdition ne serait pas dans un état aussi déplorable si le gouvernement de Kiev n'avait pas eu l'idée absurde d'aller bombarder le Donbass sous prétexte que ces gens qui ont une histoire, une culture, une langue qu'ils veulent préserver, il fallait les mettre, comme les Jacobins en Vendée, il fallait les mettre sous le moule de la République. Alors que je ne sache pas que le gouvernement de Madrid bombarde Barcelone parce qu'il y a des velléités indépendantistes, ou que le gouvernement de Londres fasse la même chose avec Édimbourg parce que, effectivement, il va y avoir un référendum sur l'indépendance dans peu de temps. Je crois que tout le problème vient de là, pas tellement de la présence de troupes russes. Oui, effectivement, il y a une présence des troupes russes. Maintenant, je me souviens, il y a quelques dizaines d'années, même pas très longtemps, c'était en 1989, où un président des États-Unis explique que, étant donné que les intérêts des citoyens américains sont menacés dans un certain pays, que les intérêts légitimes des États-Unis sont menacés dans ce pays, il renversait le pouvoir, à Panama, du président Noriega. Et tout le monde a trouvé ça absolument normal. Alors, ce que dénoncent les Russes depuis toujours, c'est le 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire que les Occidentaux ont le droit de proclamer l'indépendance du Kosovo sans aucun référendum. Simplement, c'est le fait du prince. Les populations du Kosovo sont devenues au fil du temps entièrement ou presque albanaises, donc on leur donne l'indépendance. Mais en revanche, les habitants du Donbass n'ont pas le droit d'exprimer leur opinion, qui est au moins un statut d'autonomie. Ils ne demandaient au départ que cela, un statut d'autonomie. Alors, incursion, invasion, Isabelle Facon, je me tourne vers vous. Il y a eu la Crimée il n'y a pas longtemps, et puis passer de l'un à l'autre, finalement, le chemin est déjà engagé. Non, moi je ne crois pas. C'est vrai que sur la présence des forces russes, pour moi, effectivement, c'est un petit peu difficile de le nier. Mais là où vraiment, je pense qu'on a de la désinformation, c'est sur quelles sont ces forces, combien sont-elles, où sont-elles et que font-elles. Et ça, je crois qu'en fait, personne ne sait. Et tous ceux qui avancent des choses sur ce sujet, à mon avis, racontent à peu près n'importe quoi. En plus, c'est très difficile de faire la part des choses entre des gens qui viennent de Russie volontairement et alors sans grand contrôle, effectivement, de la part de Moscou, qui laisse passer ça. C'est sans conteste, et effectivement des forces russes qui seraient envoyées, pré-entraînées pour aller participer aux opérations. Et ça, je suis désolée, mais je crois qu'en fait personne ne sait ce qu'il en est réellement. Ce qui semble certain, c'est que parmi les forces russes qui seraient présentes sur le terrain, il y a des gens qui sont plutôt du renseignement militaire et qui, à mon avis, ont joué un rôle d'observateur et de collecte d'informations, et qui ont certainement joué aussi un rôle en termes peut-être de orientation, structuration de l'effort des forces rebelles dans l'est du pays. Donc de ce point de vue-là, on pourrait expliquer une certaine organisation des rebelles de l'est par l'aide russe de ce point de vue-là. Mais je suis tout à fait d'accord avec Pierre Laurin sur le point de la démoralisation de l'armée ukrainienne, et ça, je crois que c'est un point très fort. Et vous vous souvenez, quand M. Porochenko a annoncé qu'il allait y avoir un cessez-le-feu, en fait, ça a pris tout le monde par surprise, y compris, je pense, même Poutine, en fait, puisque le Kremlin a mis un certain temps avant de réagir. Et je crois qu'en fait, le président Porochenko est aux abois parce qu'il y a d'un côté ce conflit, dont il voit bien que là, pour l'instant, il n'avance plus, et bien au contraire. Il y a la situation économique, avec aussi, parce qu'il y a l'aide du FMI, bien sûr, mais l'aide du FMI, elle va pas venir sans condition. Il y a aussi cette question des très douloureuses réformes économiques que ça va nécessiter de mettre en œuvre en Ukraine. Et pour l'instant, rien n'est possible dans un contexte de conflit. Et là, je suis aussi d'accord avec le fait que peut-être c'était pas forcément très pertinent d'encourager le président Porochenko, qui avait été plutôt élu sur un mandat de réconciliation, en tout cas d'effort de réconciliation. Et je pense qu'il y a certains gouvernements occidentaux qui l'ont clairement encouragé à continuer sur la solution militaire, parce que on considérait, je pense notamment à Washington,
que on résistait à la Russie et que on assurait la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mais moi, je crois que ça aura un prix extrêmement cher, ne serait-ce qu'en termes de solidité du tissu social et politique ukrainien. Et là, les Russes peuvent évidemment jouer là-dessus. Et pour revenir sur votre question sur comment reprendre en main, qui va reprendre en main l'Ukraine sur le plan économique, là encore, je ne vois pas comment on va faire sans la Russie, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas. Encore une fois, la Russie, vous l'avez dit, premier partenaire commercial de l'Ukraine, c'est plus de 30% des échanges commerciaux. Il y a la question du gaz avec cette dette énorme, je crois qu'elle se situe à un peu plus de 5 milliards de dollars. Et puis, ces liens structurels qui va être difficile de défaire en 2 temps 3 mouvements. Donc, je ne vois pas, là encore, comment on peut faire l'économie du dialogue avec la Russie pour aménager des solutions de sauvetage de l'économie ukrainienne. Et là, Poutine, là aussi, joue cette carte. On voit bien que dans le groupe de contact, il ramène l'Union eurasiatique, il ramène le partenaire biélorusse. Et tout ça pour dire, l'Ukraine a quand même aussi des pistes économiques du côté de l'univers plus eurasiatique qu'européen. Alors, là aussi, la partie n'est pas jouée, mais je pense que ce sont des choses à prendre en considération. Pierre Lerin, vous souhaitez réagir à Isabelle Facon. Après ça, j'aimerais qu'on aborde les questions des options de M. Porochenko, justement. Oui, en fait, ce que vient de dire Isabelle Facon est tout à fait pertinent et j'aimerais simplement contribuer à ce qu'elle vient de dire. C'est là où l'on voit la partie d'échec, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des réalités sur le terrain et puis il y a des constructions théoriques qui considèrent que l'Ukraine est une et indivisible. Elle est indivisible vraisemblablement. Une, non. Il y a plusieurs Ukraines. Tout au long de l'histoire, on l'a vu. Mais dans l'esprit des Occidentaux, l'Ukraine est un tout qu'il faut défendre, mais qu'il faut défendre en dépit du bon sens. Quelle importance, finalement, que l'Ukraine soit comme l'Espagne avec des larges autonomies, comme l'Allemagne fédérale, comme la Belgique fédérale, comme la Suisse fédérale. Est-ce que ça crée des problèmes internationaux? Est-ce que ça crée des problèmes à l'intérieur même des pays? Oui, en Belgique un peu. Mais regardez la Suisse, ils vivent en paix depuis des siècles et ils ont 4 langues et tout se passe très bien. Pourquoi en Ukraine, il faudrait calquer le modèle français qui a été créé par 2 siècles de jacobinisme particulièrement intrusif, incisif et violent? Alors, pour en venir aux options de M. Porochenko, François Géré, je me tourne vers vous. Et pour pousser la réflexion de Pierre Lerin, ce serait effectivement, parmi les options, un fédéralisme pour l'Ukraine? Bon, il est très probable que c'est le fédéralisme qui serait, disons, la moins mauvaise solution. Et c'est une solution qui est évoquée d'ailleurs depuis le début de la crise. La question, c'est de savoir, encore une fois, si elle est viable économiquement. C'est-à-dire que comment peut-on effectivement avoir un État fédéral avec des zones qui sont économiquement en dépression complète et des zones qui par ailleurs sont beaucoup plus dynamiques. Ce qui est quand même remarquable, c'est qu'en 1990, lors de la disparition de l'Union soviétique, l'Ukraine est demeurée un tout à l'intérieur de ses frontières traditionnelles. Oui. Et on n'a pas dit on va subdiviser l'Ukraine en un certain nombre de provinces et en faire un État fédéral. C'est quand même aujourd'hui que cette question se pose avec acuité parce que effectivement il y a une Ukraine de l'Ouest qui regarde vers les sirènes, pas toujours très fiables, du monde occidental, et puis une Ukraine de l'Est qui est évidemment beaucoup plus sensible à l'influence et à l'aide éventuelle de la Russie. Mais ça ne résout absolument pas le fond du problème, c'est-à-dire que si on ne trouve pas de solution politique stable, ça veut dire que l'Ukraine va rester une espèce d'abcès au centre de l'Europe. Elle va continuer à attiser les méfiances d'un côté et de l'autre et on n'en a pas besoin. Ce qu'on voudrait effectivement, c'est revenir à une situation, disons, de relative stabilité politique entre les pays occidentaux, c'est-à-dire éviter de revenir à partir d'une guerre chaude limitée et civile en grande partie à ce qui pourrait être le retour effectivement d'une espèce de guerre froide.
Isabelle Facon. Oui, alors le problème maintenant avec la notion de fédéralisme, c'est que les Russes ont beaucoup milité pour cette option. Alors, compte tenu de tout ce qui s'est passé depuis plusieurs mois, ça va être difficile d'utiliser ce terme. Et c'est vrai que pour les Russes, cette solution, elle était d'autant plus mise en avant que dans leur esprit, dans leurs calculs, ce fédéralisme qui aurait offert aux régions d'amples pouvoirs, notamment en matière économique, aurait peut-être permis de raccrocher au moins les régions du Sud-Est à l'Union économique eurasiatique dont on a parlé tout à l'heure. Mais on peut aussi utiliser d'autres termes pour avoir plus ou moins le même résultat. Et c'est vrai que, encore une fois, il est dommageable que les plans qui avaient été engagés à un moment donné par le gouvernement ukrainien sur la décentralisation, puisque c'est le terme qui était employé à l'époque, ça n'a pas été poursuivi et on a plutôt renforcé l'option militaire. Et ça, je pense que c'est très dommageable pour l'Ukraine parce que, encore une fois, ça va plutôt avoir l'effet inverse de ce qui était recherché. Et maintenant, je crains que, quelle que soit la solution qui sera retenue, vu de l'Ukraine, ce sera un échec parce que très probablement, ça donnera à Moscou une main assez importante dans les affaires du sud-est de l'Ukraine. Une alternative que certains voient, si on n'arrive pas à avancer sur une solution politique, et je ne crois pas qu'elle soit souhaitable, c'est l'apparition d'une sorte de nouveau conflit gelé dans cette partie-là de l'Ukraine, où il y aurait pas de statut très clair, où les Russes auraient une présence en termes de soutien économique, de présence militaire, etc. Donc je crois que ça, c'est vraiment pas l'option à poursuivre, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faudrait revenir le plus vite possible à des discussions sur la structure de l'Ukraine en tant qu'État capable de faire la conciliation entre ces différentes composantes. Mais encore une fois, je pense que l'Ukraine n'était pas si fragile que ça avant les événements. Quelques mots sur l'état d'esprit de M. Porochenko. Qu'est-ce que l'on sait, Pierre Lorrain ? Je crois qu'il était au départ plein de bonne volonté. Il l'a montré en Normandie. À Minsk, semble-t-il qu'également il y a eu un échange relativement intéressant et assez honnête avec Vladimir Poutine. Le seul problème, c'est que, d'abord, il a toujours le même gouvernement qu'avant, composé d'éléments qui sont très disparates et qui ne s'entendent pas entre eux, qu'il a une armée complètement démoralisée, mais qu'il a une garde nationale qui, elle, est très active politiquement à Kiev. Et là, il a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre devant lui parce que la défaite de l'armée ukrainienne fait qu'effectivement, il a des arguments pour le cessez-le-feu, il a des arguments pour entamer un dialogue. Aujourd'hui, enfin, on va pouvoir négocier. Et c'est ce que essaye de pousser Vladimir Poutine, qui insiste sur le dialogue à l'intérieur de l'Ukraine. Ce dont il a le plus besoin, c'est d'une Ukraine qui, comme par le passé, puisse éventuellement faire le trait d'union entre l'Union européenne et la Russie. Et le trait d'union était le transit du gaz russe vers l'Union européenne qui passe en grande partie par l'Ukraine. Et ça, c'était un élément qui était central dans le jeu de Poutine. Et d'ailleurs, il était en négociation avec les Chinois sur les ventes de gaz à la Chine. Ça traîne depuis 6 ans. Tout simplement parce qu'il sait que les volumes de la consommation européenne vont augmenter et qu'il comptait bien être sur le marché. Et même l'accord qui a été négocié, il a été négocié à la moitié des volumes qui étaient prévus précédemment. Donc la Russie se garde tout de même une marge de négociation avec l'Union européenne et cette marge de négociation ne peut passer que par l'Ukraine. François Géré, quelques mots de conclusion très rapidement. On a affaire à des gens qui jouent pas le même jeu. On a peu évoqué l'efficacité des sanctions prises par les pays occidentaux. Est-ce que ça change la position de M. Poutine ? Manifestement pas. Donc on est toujours dans une situation d'asymétrie au niveau des moyens et très probablement d'asymétrie au niveau des objectifs. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est effectivement quand même une Union européenne qui n'a plus les atouts économiques dont elle disposait encore il y a 7 ou 8 ans. D'autre part, politiquement, elle est manifestement, dans cette crise, elle a été constamment divisée. Quant aux États-Unis, on peut leur supposer des desseins machiavéliques en ce qui concerne l'expansion de l'OTAN. Mais l'expansion de l'OTAN, elle est aujourd'hui une affaire relancée un peu par l'affaire ukrainienne. Mais en même temps, personne ne pense que l'OTAN va continuer son expansion, à commencer par l'administration Obama qui a envoyé des signaux extrêmement confus depuis le début et qui, aujourd'hui, se trouve, à mon sens, beaucoup plus embarrassée par la résolution de cette affaire qu'elle ne peut espérer en retirer des bénéfices.
Merci François Géré. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut français d'analyse stratégique. C'est la fin de Géopolitique. Merci également à Isabelle Facon, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste des politiques de sécurité et de défense russe, et Pierre Laurin, journaliste et écrivain spécialiste de la Russie, auteur de Moscou et la naissance d'une nation aux éditions Bartilla. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte avec la contribution de la documentation. À demain.